Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entrer en réflexion sur le cessez-le-feu qui a lieu actuellement concernant la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et ici, il y a une question fondamentale à laquelle je vais essayer d'y répondre, c'est pourquoi est-ce que je pense, selon moi, que l'Iran a commis une erreur. L'Iran, selon moi, a commis une erreur pour la simple et bonne raison que alors, c'est une hypothèse, bien évidemment, mais c'est une réflexion, je vous la donne comme ça, et je vais essayer d'argumenter en vous disant que, selon moi, alors jusqu'ici déjà, si on fait un petit récapitulatif, le monde entier a été surpris, bluffé de la résilience iranienne. Quand on regarde les événements d'un point de vue extérieur, d'un point de vue vraiment sans prise de parti, force est de constater que beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas. Parce qu'en face, on avait quand même, enfin, on a les États-Unis et Israël, d'accord. Vous avez en face deux grosses armées, la plus forte supposée du monde, et de l'autre côté également une autre armée qui détient aussi l'arme nucléaire, même si ce n'est pas dit de manière officielle. Donc l'Iran a été comme ça très très résilient et a montré que face aux États-Unis, l'Iran est capable de répliquer, parce qu'on a vu comme ça comment l'Iran était capable de bloquer déjà le détroit de Dormouz là, et également de bombarder les pays voisins autour du Golfe. Ça, la stratégie iranienne était préparée, d'après les experts, depuis de belles années, depuis belle lurette, et c'est ce qui a fait que l'Iran était véritablement prêt pour ce conflit. Donc, en face, ça a comme ça étonné quelque part les États-Unis, parce que quand on voit Donald Trump qui est comme ça revenu constamment sur les médias pour faire des déclarations, parce qu'évidemment il fallait manipuler le cours du pétrole et des produits dérivés, de manière générale, l'Iran a démontré sa capacité de nuisance à un point que le monde entier a été frappé naturellement, même dans les autres pays n'ayant rien à voir avec ce conflit-là. Le prix du pétrole comme ça a augmenté un peu de partout dans le monde entier. Donc, maintenant, si j'en viens à ma question de départ, je pense que ce cessez-le-feu-là est une erreur de la part des autorités iraniennes. Ce n'est pas un soutien, évidemment. Je prends vraiment du recul et je me place d'un point de vue de quelqu'un extérieur à ce conflit-là, et donc d'analyse. Ici, pourquoi? Parce que les États-Unis n'ont jamais dérogé à leur système de poursuite en avant, en fait. C'est toujours la fuite en avant. Et dans une forme comme ça de chaos, les États-Unis sont très à l'aise dans ce genre de situation. Pour la simple et bonne raison que les États-Unis fonctionnent toujours avec on négocie, on sanctionne et on frappe. Négocier, c'est ce qui se passe actuellement là. Enfin, un semblant de négociation, c'est ce qu'il faut entendre derrière. Parce que derrière, pendant qu'on vous dit qu'il y a des pourparlers entre les autorités américaines et iraniennes par l'intermédiaire du Pakistan, les deux parties, vous en doutez bien, sont comme ça en train de peaufiner le plan pour une potentielle reprise de guerre. Mais comme je précise bien, je pense que l'Iran a sous-estimé réellement ce moment, en fait, qui était justement en faveur, quand on regarde d'un point de vue politique, géopolitique, stratégique et également d'un point de vue militaire. L'Iran avait une carte à jouer d'un point de vue, évidemment, de nuisance. Et en signant le fait-là, les États-Unis, voyez-vous, même si pendant le mandat de Trump, parce qu'ayant promis au MAGA de ne pas entrer en guerre, même si déjà, pour ce qu'il a déjà fait jusqu'ici, sa base électorale est déjà très, très énervée par rapport à ce qu'il a déjà fait. Mais toujours est-il que le prochain président américain viendra faire la guerre à l'Iran, et ainsi de suite. Et tant que les États-Unis, comme ça, vont rester quelque part avec cette puissance militaire, ou de puissance, première puissance militaire, mais en tout cas avec une force de frappe assez puissante, bah, un certain nombre de pays, là en l'occurrence c'est l'Iran, mais un certain nombre de pays vont toujours subir de la part des Américains des sanctions économiques, des frappes également, quand ça le chantera.
Et ici, justement, l'Iran a commis cette erreur-là parce que quand on regarde même d'un point de vue historique, la logique toujours de Washington a toujours été quelque part la même logique. Hein. En 1953, coup d'État en Iran, les États-Unis renversent un gouvernement qui avait été démocratiquement, parce que on nous dit toujours que la guerre, c'est pour aller tuer des barbares, tuer des personnes qui menacent ou qui tuent des femmes, qui sont contre la liberté des femmes, des enfants. Donc en 1953, il y a les États-Unis, coup d'État contre l'Iran, Mossadegh. Les États-Unis renversent un gouvernement démocratiquement élu qui avait nationalisé le pétrole. Et donc le régime pro-américain du Shah est installé. De 1979 à 1988, révolution islamique et guerre en Irak. Donc Iran-Irak. Quand les États-Unis, après la chute du Shah, les États-Unis soutiennent comme ça l'Irak de Saddam Hussein à l'époque contre l'Iran. Ce Saddam Hussein-là, en 2003, invasion de l'Irak, sous prétexte d'armes de destruction massive, bon ça je pense que ça a été documenté, les États-Unis envahissent l'Irak et démantèlent l'État. Donc résultat aujourd'hui, l'Iran devient la puissance dominante en Irak. 2018, le retrait unilatéral de la Convention de Vienne sur le nucléaire par les États-Unis, par Donald Trump, qui estimait qu'à l'époque, Barack Obama avait fait une faveur à l'Iran. Donc, malgré la conformité de l'Iran dans cet accord-là, Trump dénonce cet accord en disant que c'était un peace deal, en fait, que les États-Unis avaient signé, et donc rétablit les sanctions. 2020, assassinat du général Soleimani, les États-Unis éliminent le commandant en chef des forces iraniennes en Irak sur le sol irakien. 2025, voilà, les premières frappes américaines. Trump ordonne les frappes américaines contre les sites, l'année dernière, les sites supposés qui abritaient les armes nucléaires, de l'enrichissement de l'uranium. Trump bombarde cela. Et en février, dernièrement, donc, le conflit avec l'opération Epic Fury qui se déroule toujours actuellement, mais sous la trêve pour l'instant. Donc, ce qui va se passer après, c'est quoi? Tout simplement, alors, dans le meilleur des cas, on va entrer dans une forme de réconciliation partielle, d'accord? Parce que chaque partie a énoncé ses arguments, ses points, des négociations, sans quoi, voilà, la guerre devrait reprendre. Et donc, ce qui va se passer après, donc, premier scénario, évidemment, on va être dans une forme latence de guerre froide, mais sans jamais être réellement calme, très très calme. Mais ça, c'est le scénario le plus optimiste. Le réel scénario auquel il faudrait s'y attendre, c'est que, bah, vous savez, la mafia, on dit en général que quand vous avez travaillé avec la mafia ou bien que vous avez mangé avec le diable de manière générale, si à un moment donné vous avez commis une erreur, c'est pas parce que à un moment donné le diable ou la mafia vous pardonne qu'on vous a réellement pardonné. Voyez-vous? C'est ce qui se passe actuellement là. Là, l'Iran, bien sûr, j'en doute pas qu'ils ne sont pas au courant de ce que je suis en train de dire, d'accord? Mais simplement, les États-Unis, de par leur capacité de nuisance, depuis la naissance des États-Unis, ce pays a toujours fonctionné en faisant des guerres dans le monde entier, par son complexe militaro-industriel. Il est énorme. Cette machine-là, pour se renouveler comme un phénix ou bien comme une chenille pour renouveler sa peau, doit toujours constamment aller faire des guerres. D'un point de vue citoyen dans le monde entier, on n'a pas cette mesure-là. On se dit que, évidemment, le fait de voir le prix des denrées alimentaires monter, le prix du pétrole et des dérivés monter, ça fait que ça crée de la famine dans les territoires les plus faibles du monde enthier, dans les économies les plus faibles, en Afrique et un peu partout en Amérique latine. Bref, mais toujours est-il que si vous vous placez cette fois-ci d'un point de vue de la puissance américaine, de l'État profond, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Quand vous savez que votre existence n'est basée que sur de la fuite en avant, en faisant des guerres, en bombardant partout sur cette planète Terre, même si, il peut y avoir évidemment des régimes dictatoriaux, d'accord, mais cela sert de prétexte justement à aller comme ça au fur et à mesure
a proposé à la masse occidentale en disant qu'on va libérer les femmes en Iran, on va donc apporter la démocratie, et la démocratie qu'on essaie d'importer à coups de bâton, à coups de missiles, à coups de bombes, etc. Sauf que là, cette fois-ci, l'Iran démontre comme ça au reste du monde entier, enfin expose au reste du monde entier qu'il faut vraiment, véritablement, se former, d'accord, se former d'un point de vue technologique, d'un point de vue militaire, mais également se préparer surtout aux prochaines invasions américaine, occidentale de manière générale. Poutine l'avait également compris. C'est aussi pour ça qu'actuellement, le conflit Ukraine-Russie, on n'en parle plus, parce que c'est terminé en fait. D'accord. Donc les États-Unis se concentrent sur l'Iran, mais à travers l'Iran, derrière, c'est la Chine de manière générale. Donc, vous voyez, il y a la Chine, il y a la question de Taïwan, mais de manière générale, aussi les États-Unis aiment ce genre de scénario parce que ça les arrange, parce que justement, ils sont habitués à fonctionner de cette manière. Ça fait partie de leur être inhérent, de leur existence, en fait. Et je ne suis pas sûr que l'Iran et les autres pays sont prêts dessus. Parce que, évidemment, quand vous avez une puissance militaire et des armes à vendre et un complexe militaro-industriel qui doit constamment proposer des guerres dans le monde entier, ça, je pense que c'est un argument de fait. Donc, même si Donald Trump, quelque part, essaye de fuir, parce qu'à travers son tweet, sur son réseau social, en disant qu'il allait rendre une civilisation à l'âge de pierre, ça, c'était un moyen pour fuir, quelque part. Voilà, ça, la plupart des spécialistes l'ont senti et le disent, vont dans ce sens en tout cas. Mais toujours est-il que si ce n'est pas Donald Trump, ce sera un autre président américain qui fera la guerre à l'Iran. Et d'autant plus que, jusqu'ici, je n'avais pas parlé, mais évidemment, d'autant plus que dans l'équation, il y a Israël. D'accord. Là, au même moment où on nous parle de trêve, Israël bombarde le Liban. Le Liban donc, avec justement les forces du Hezbollah qui sont quelque part soutenues par le régime iranien. Donc ce cessez-le-feu-là, ce n'est qu'un moment de répit, mais on va reprendre les guerres d'ici tôt. Et bah tant pis pour le reste du monde entier. Si le prix du pétrole, ça ils s'en foutent en fait. Ça ne représente rien dans le plan réel qui est derrière, dont on n'a pas idée, vous et moi, même les spécialistes sur les plateaux de télé de BFM, CNews, etc., ou CNN et tout le reste, n'ont pas réellement la conscience et la vérité de ce qui se trame. Mais on peut supposer en tout cas que, au vu d'un point de vue historique, d'un point de vue factuel, d'un point de vue empirique de comment les États-Unis ont toujours fonctionné, on peut conjecturer de manière assez fiable que cette guerre-là va continuer jusqu'à ce que, sans doute, l'Iran va... Vous savez, les États-Unis peuvent très bien s'accommoder avec un régime qui est qualifié de barbare, qui est qualifié de dictatorial, qui est qualifié de sanguinaire parce que tuant sa population, etc. Mais à condition que vous fassiez les ordres, que vous exécutez les ordres de Washington. Tant que vous le faites, peu importe ce que vous faites avec votre propre population, vous êtes libre de commercer avec les États-Unis. Simplement, le jour où vous ne respectez pas ce contrat-là, vous êtes dégommé et vous êtes qualifié justement de sanguinaire. Kadhafi en a payé les frais, Saddam Hussein également, qui auparavant avait été soutenu pour attaquer l'Iran et après a été dégommé par la suite. Parce qu'à un moment donné, il n'allait plus justement aux ordres de Washington. Donc, c'est toujours une question, est-ce que vous êtes à la botte des États-Unis? Si oui, peu importe votre caractère, peu importe de la manière dont vous exercez votre pouvoir en interne, on s'en fout en fait. D'accord? Alors, à la limite, parfois, on peut de temps en temps vous dire de lever le pied, mais de manière globale, ça arrange les États-Unis. Le pouvoir profond, la structure profonde derrière le président américain. Le président américain n'est qu'une façade. Ce n'est qu'une vitrine. Le vrai pouvoir, il est derrière, c'est l'État profond. Ça, beaucoup l'ont déjà compris. Donc, tant que vous respectez les ordres de Washington et bien sûr toute la structure qui a été mise en place depuis la Seconde Guerre mondiale, le FMI, tous ces vautours de la finance qui vous proposent des plans de restructuration
pour vous saigner avec la dette, avec l'argent dette. Tant que vous respectez tous ces éléments-là, l'Afrique, par exemple, en l'occurrence, c'est un pays africain. Les accords au Congo, par exemple, enfin, qui ne sont pas vraiment des accords, mais des impositions de Washington, tout va bien. Mais le jour où vous allez commencer à essayer un tout petit peu de moufter ou de dire que vous allez créer votre propre monnaie, de vous affranchir du dollar ou du pétrole ou quelque part de ne plus commercer en dollars, en monnaie de singe, ce jour-là, vous devenez un pouvoir, enfin, vous redécouvrez que vous êtes un pouvoir dictatorial, sanguinaire, barbare, et qui ne respecte pas les fameux droits de l'homme. Voilà ce qui se passe, les amis. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, partagez massivement ce point de vue. Mais je voulais vraiment envoyer ce message-là, c'est que la guerre, les amis, ça montre une fois de plus que nous ne sommes pas dans un monde de business. Il faut se préparer, se former et véritablement penser sur le long terme en stratégie. L'Iran s'est préparé depuis des années. Donc l'Iran, ce n'est pas un hasard de voir la capacité comme ça que l'Iran a pu démontrer dans ce conflit aujourd'hui. Ça date depuis à peu près de 30-40 ans que justement l'Iran se prépare pour accueillir un jour, et là, donc cette année, les États-Unis et Israël. Voilà. Je vous remercie. En bon entendeur, salut.